La logique veut qu'il réorganise l'appareil. Pour partir en campagne, il faut un parti en ordre de bataille. Or, les Républicains, actuellement, est un parti organisé par et pour Nicolas Sarkozy. Laurent Wauquiez, président, Christian Estrosi à la commission d'investiture. Bref, ce sont les fidèles sarkozystes qui sont aux manettes. Ça ne devrait pas rester en l'état. Il faut que François Fillon place ses hommes à lui. Et en même temps, il va falloir qu'il rassemble la famille. Certes, ce rassemblement va s'opérer tout naturellement, quoi qu'il arrive. Son score au second tour, 66%, en fait l'unique et incontestable patron de la droite. Et on a déjà vu les rapprochements s'opérer. Vendredi déjà, à l'occasion du meeting de la Porte de Versailles à Paris, les leméristes et les sarkozystes ont fait acte d'allégeance. Et puis hier soir, cette poignée de main échangée avec Alain Juppé laisse imaginer que les juppéistes vont eux aussi rallier François Fillon. Mais justement, il va falloir qu'il s'impose et en même temps qu'il leur fasse un peu de place. C'est un subtil équilibre qu'il va devoir trouver là, et c'est tout l'objet des discussions qui ont débuté et qui vont se poursuivre dans les jours à venir. L'autre interrogation, elle est sur le projet. Il est très marqué à droite, avec des réformes assez radicales. Par exemple, la fin des 35 heures. Même dans la fonction publique, il va falloir s'accrocher pour que ça passe sans générer d'importants blocages. Ou encore la sécurité sociale. François Fillon propose une privatisation partielle avec un recours en complémentaire santé pour payer les soins courants, ce qu'il appelle les risques faibles. Il veut aussi mettre en place une franchise universelle. Alors va-t-il rester sur ce que beaucoup considèrent être une ligne dure sur ces sujets, ou bien va-t-il mettre un peu d'eau dans son vin pour convaincre les Français et rassembler au-delà de son camp? C'est une vraie question. Et c'est à lui d'y répondre. On verra ça tout à l'heure avec notre invité Bruno Retailleau. Pour ce qui est du financement de la campagne, Stéphane Robert, ce qui n'est pas une petite question évidemment, la campagne Fillon 2017 se présente aussi très bien. Oui, s'il y a un autre point positif au-delà du score pour François Fillon, c'est que cette primaire a généré beaucoup d'argent. Le coût estimé par le comité d'organisation pour les 2 tours de scrutin était compris entre 6 et 9 millions d'euros. Et donc avec 4 300 000 participants au premier tour, tout a déjà été payé. Il y a même probablement un reliquat, ce qui signifie que les 2 euros récoltés par électeur au second tour sont entièrement à mettre au crédit du financement de la campagne à venir. On fait le calcul, 4 500 000 participants à la louche, x 2, 9 millions d'euros. Pour ce qui reste du premier tour, avec plus ce qui reste du premier tour, ça fait presque près de 10 millions d'euros comme socle de départ pour partir en campagne sur 22,5 millions d'euros autorisés par la loi. C'est presque la moitié du coût de la campagne qui est d'ores et déjà financée. Sur ce plan-là aussi, la primaire de la droite et du centre est un succès incontestable. C'est un bon matelas, ça, Bruno Retailleau, bonjour. Bonjour, absolument. Ces chiffres vous confortent? Bien sûr, ils nous confortent, bien sûr. Sénateur de Vendée, patron du groupe LR au Sénat, président de la région des Pays de la Loire, soutien de la première heure de François Fillon. Est-ce que malgré le tableau plutôt positif qu'on vient de dresser, c'est vrai que François Fillon est l'homme fort maintenant de la droite, est-ce que le plus dur n'est pas en train de commencer quand même? Bien évidemment, c'est pour ça que vous l'avez remarqué, et ça a été souligné par plusieurs commentateurs. Hier, François Fillon avait une joie très contenue. Alors c'est effectivement qu'il a souvent. le style Oui, Fillon, non, mais pas de triomphalisme. Nous savons parfaitement qu'on va rentrer dans le dur, c'est beaucoup plus dur. C'est la période qui va commencer. Et dans son adresse aux Français, François a commencé d'ailleurs à élargir notablement son message. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Élargir son message sans édulcorer le propos? Non, il ne faut pas dire. Il faut surtout pas dire. La preuve, c'est qu'entre ces 2 tours, on nous a mené quand même une guerre assez serrée cette semaine. Voilà. Et en réalité, ça a mobilisé notre électorat. Ça a permis d'amalgamer ensuite, d'ailleurs, toutes les familles politiques qui se sont retrouvées derrière François Fillon, qui l'ont choisi comme champion. Vous savez, si on enlève les électeurs de gauche, qui sont à peu près de 15%, 12 à 15%, ça signifie qu'il a fait plus de 80%. C'est absolument exceptionnel. Et voyez, c'est ce qui lui permet aujourd'hui de rassembler. Parce que ce score, en réalité, tu le matches. Et ce score rend le rassemblement comme une évidence très naturelle. Stéphane Robert. Alors comment ça s'annonce la réorganisation? Quelle place aux sarkozystes, aux leméristes, aux juppéistes, aux fillonistes? Apparemment, vous avez refusé ce matin la présidence du parti, nous dit-on. Je garde ce genre d'informations pour moi. En tout cas, je pense qu'il faut rassembler. Il faut rassembler la famille, mais en même temps, il faut organiser le parti pour maintenant la présidentielle. On a tiré la conséquence de la gauche en 2011, voilà, avec des statuts qui ont été modifiés et qui permettent aux candidats élus à François Fillon de faire sa proposition d'organisation du parti, et aussi l'autre expérience avec Nicolas Sarkozy et à l'époque Jean-François Copé. Et donc on voit bien qu'il faut un alignement à la fois du parti sur la campagne du candidat qui a été le candidat victorieux à la primaire, qui va maintenant être le candidat à la présidentielle. Là, il faut désarkoïser, entre guillemets. Non, absolument pas. Non. Là où vous vous trompez, déjupéiser aussi. Alors. Non, bien sûr que non. Il faut justement que l'ensemble des sensibilités puissent avoir leur place. Et ce que je voudrais dire
on assiste à un spectacle qui est terrible, qui est l'atomisation, l'émiettement de la gauche. Manuel Valls avait indiqué qu'il y avait deux gauches irréconciliables. Il n'y a pas deux droites irréconciliables. C'est la raison pour laquelle, dès le premier tour, Nicolas Sarkozy, avec beaucoup de panache, Bruno Le Maire, et hier soir Alain Juppé. Et vous savez, il y a un certain nombre de différences dans les projets, mais on voit bien que le socle se rapprochait. Voilà, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là, de lignes radicalement différentes. Et quid des centristes, Bruno Retailleau? Mais Aujourd'hui, il va falloir faire attention un peu aux centristes bien qui sûr, ont préféré quand même dans une grande partie le programme d'Alain Juppé. Bien sûr, et puis on a François Bayrou qui envisage de se présenter. Mais pas pour centriser le projet. C'est pas parce que les Français veulent une alternance qui soit une espérance, qui soit une vraie alternance. Voilà. Je pense que les Français en ont marre d'une droite qui se reniait ou une droite de petits pas et qui conduisait toujours au renoncement. Vous savez, François Zocchetto, qui est mon homologue au Sénat, président du groupe des centristes, était derrière François Fillon. Cette semaine, Hervé Morin. Donc il n'y a aucun sujet. J'ai été le président de région qui, le premier, en campagne, a fait l'alliance entre justement les centristes et même le MoDem à l'époque. Voilà. On en a entendu quand même quelques-uns pendant toute cette campagne de la primaire. Des centristes s'inquiétaient notamment sur les questions sociales. Beaucoup ont fait mine de découvrir aussi la semaine dernière, par exemple, après le premier tour, les propositions de François Fillon, notamment en ce qui concerne la sécurité sociale que le candidat de la droite veut en partie privatiser. Non, mais c'est une caricature. J'apporterai un certain nombre de compléments. Anne-Laure Chouin, bonjour. Bonjour Benoît Bouscarel. On va surtout parler avec vous, Anne-Laure, de cet important rassemblement à Paris des travailleurs indépendants. Ils entendent protester contre le RSI, le régime social des indépendants, qui concerne les commerçants, les professions libérales. Est-ce que ce rassemblement prévu, bien sûr, avant la victoire de François Fillon, peut quand même prendre un tour un peu différent, Anne-Laure, maintenant qu'on a le programme de la droite à la présidentielle? Alors, il est certain que les revendications de ces indépendants qui expérimentent depuis plusieurs années déjà les dysfonctionnements du RSI, mais aussi d'autres organismes, notamment de retraite, il est certain donc que ces revendications sont autant d'appels aux candidats de droite, de gauche et du Front National à réformer un régime de protection sociale qui a toujours été bien plus protecteur pour les salariés que pour les indépendants. Alors, dans son programme, François Fillon promet de réformer de fond en comble le RSI. Sans s'appesantir sur les détails, on y apprend tout de même que les cotisations liées au salaire des indépendants seront calculées et payées en temps réel. On y apprend également que ce RSI changera de nom et deviendra la CPI, la Caisse de protection des indépendants. Le fait est que pendant longtemps, ces indépendants n'ont pas demandé de protection sociale particulière, satisfaits de ne pas avoir à payer de cotisations élevées pour des droits sociaux dont ils estimaient à l'époque ne pas avoir besoin, peu soumis au risque de chômage et disposant de bons revenus. Mais depuis quelques années, et avec aussi la création du statut d'auto-entrepreneur, la donne a changé. Beaucoup ne disposent que de revenus très faibles, sans compter l'explosion de l'économie numérique et des emplois qui lui sont attachés. Le sujet des indépendants et de leur protection sociale est donc devenu central, alors que dans le même temps, les organismes chargés de leur protection santé et retraite ont cumulé les dysfonctionnements. La loi travail, qui aurait pu, avec le CPA, le compte personnel d'activité, insuffler une dynamique de changement, les a pour ainsi dire oubliés. Quant à ceux qui protestent aujourd'hui, ils ont pris pour cible le RSI, dont le fonctionnement s'est tout de même un peu amélioré depuis l'année dernière, sans forcément avoir de discours très structurés sur le statut d'indépendant en général. Enfin, la discussion sur ce thème et tout ce qu'il implique des transformations actuelles du travail n'est pas celle qui s'est imposée dans les débats pour l'instant. Merci beaucoup Anne-Laure Chouin. Alors avant de revenir sur la sécurité sociale, ce RSI que vous proposez, que François Fillon propose de modifier dans les grandes largeurs, mais sans donner vraiment de détails, c'est ce que nous disait Anne-Laure. Non, bien sûr, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a deux solutions. Soit affilier au régime général, donc les indépendants, ce serait une mauvaise solution pour plein de raisons, et ils seraient les premiers à y perdre, ou soit remettre totalement à plat le fonctionnement actuel du RSI. C'est cette deuxième solution, cette deuxième option que François Fillon a choisie. Je pense qu'il l'a indiqué, il a dû le confirmer au débat de jeudi, si j'ai bonne mémoire, mais c'était un débat long, il y a eu beaucoup d'échanges. Je crois qu'il l'avait indiqué, ça figure dans son programme, et les choses doivent être claires. Il ne s'agit pas de rester sur les bases actuelles qui ne fonctionnent pas du tout. Stéphane Robert. Donc vous disiez pas de privatisation partielle de la sécurité sociale? Non, alors ça aussi, ça a été une des caricatures, et je dois dire que l'échange, en un moment du débat, n'a pas permis d'approfondir les choses. Il s'agit simplement, parce qu'on dit, voilà, il va privatiser. Non, il s'agit de redistribuer les cartes entre la sécurité sociale et les complémentaires. Aujourd'hui, c'est déjà le cas. L'idée principale, c'est qu'il y ait un panier. Il faut le définir
et il va falloir d'ailleurs enrichir ce projet, il va falloir le préciser. Il y a un panier qui sera du seul ressort de la sécurité sociale et un autre panier, bobologie élargie, si j'ose dire, qui pourrait être justement du ressort des complémentaires. Mais il ne s'agit pas de faire en sorte que ceux qui n'ont pas les moyens de se payer des soins soient laissés sur le bord de la route. Et alors là, la proposition de François Fillon, c'est 100% sécurité sociale. Donc, vous voyez, on est très, très, très loin des inepties qu'on a pu entendre sur la privatisation de la sécurité sociale. Je pense que ça fait partie des points qu'il devra bien repréciser, parce qu'encore une fois, l'échange de jeudi a été beaucoup trop elliptique, beaucoup trop court, caricatural, et il faudra, de ce point de vue-là, enrichir le projet sur ce point. D'un point de vue plus global, si on prend les différentes propositions, réduction des dépenses publiques de 100 milliards d'euros sur 5 ans, baisse des charges aux entreprises, hausse de 2 points de la TVA, suppression de l'ISF, en quoi est-ce que ce programme n'est pas un copier-coller du programme de la droite du début des années 80 ? Ça fait 30 ans, pas une seule majorité s'est succédée à elle-même. Ça fait 30 ans qu'on essaie de bouger le minimum et ça fait 30 ans que la France s'enfonce. Chômage aujourd'hui, nous sommes 22e ou 21e, 21 ou 22, peu importe, ça fluctue en fonction des chiffres du chômage, sur 28 pays européens. Donc la France, elle est à la traîne de l'Europe. Et je pourrais prendre aussi sur la croissance, sur un certain nombre d'indicateurs économiques. Donc il faut changer les choses. Sur la TVA sociale, un mot, parce que là encore, j'ai entendu beaucoup d'inexactitudes. La TVA sociale, c'est quoi ? C'est en même temps baisser les cotisations sociales pour que les salariés récupèrent du pouvoir d'achat et pour que ce soit un jeu à somme nue. Donc les prix ne bougent pas. Première chose. La TVA sociale, ça permet après de faire contribuer les importations au financement de la sécurité sociale. C'est la seule façon de sauver notre modèle social. À partir du moment où ce qui est fabriqué, par exemple, en Chine, contribue à la sécurité sociale, c'est un système vertueux. Vertueux pourquoi ? Parce que les exportations ne supportent pas de TVA et donc ça renforce la compétitivité française puisque parallèlement, je vous l'ai dit, il y a une baisse du coût de travail à travers les prix vont monter quand même, Bruno Retailleau. Vous disiez tout à l'heure, les prix ne montent pas. À la télé, c'est compliqué d'expliquer tout ça. Il faut ici, voilà, c'est ce qu'on aime dans France Culture, c'est qu'on a un petit peu de temps, mais il faut expliquer les choses pour dire que c'est pas le croque-mitaine qui est en train de fracasser le modèle social. Il faut le réinventer, le modèle social. 126 milliards de déficit cumulé de sécurité sociale, de dette, c'est tout juste plus possible. Et on arrive au 100% de la dette sur le PIB.